toutes les autres. Donc il faut vraiment voilà, que justice soit faite et on demande vraiment voilà, avec cette manifestation à ce que le gouvernement vraiment se saisisse des violences obstétricales et gynécologiques. Il y a un rapport brillant qui est sorti en juin 2018 qui dit que les violences obstétricales et gynéco, elles sont généralisées en France. C'est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui l'a dit. Voilà, le Haut Conseil a émis des recommandations qui sont très intéressantes et le gouvernement, depuis 3 ans, ne fait rien. Donc voilà, si lutter contre les violences contre les femmes, c'est la priorité de son quinquennat, eh bien les violences gynécologiques et obstétricales, il reste beaucoup à faire. Donc voilà, on espère vraiment voilà, que cette manifestation, ça fera comprendre ça et que ça fera bouger. Et aussi, on espère que cette chape de plomb, cette omerta qu'il y a dans le médical, tous ces témoins qui voient les violences, qui minimisent et qui se disent « bon je peux pas dénoncer parce que sinon je perds mon poste ou sinon je vais me faire mal voir ». On espère que toutes ces personnes-là vont nous contacter, voilà, qu'elles vont nous témoigner des violences dont elles sont témoins parce qu'elles, on va les croire, les victimes, on les croit pas. Donc voilà, si vous êtes témoin de violence, si vous êtes victime de violence, contactez-nous sur @stopvoguefr. Vous nous envoyez votre témoignage et voilà, nous on vous protégera. Bravo! Alors je voulais vraiment remercier les internes voilà, qui ont témoigné, exprimer tout mon soutien aux victimes, leur dire mon admiration pour leur résilience parce que je sais, en étant victime d'un autre gynécologue, je sais combien c'est impactant pour la vie et combien c'est difficile de se remettre de ces violences et combien quand on dénonce, on n'est pas entendu et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc voilà, je veux leur exprimer toute mon admiration et voilà, mon soutien le plus entier et on va tout faire pour que les accompagner dans les plaintes. On sait qu'il y en a beaucoup qui veulent porter plainte. Donc là, on se rapproche de la Fondation des femmes, de bons avocats pour que leur parole elle puisse porter et qu'elle soit protégée. Donc elles n'hésitent pas à venir nous voir pour celles qui ne sont pas encore venues. Et donc là, dans cette affaire de Thonon, juste pour revenir un petit peu, donc les internes nous ont témoigné. Moi, je suis allée voir Marie-Rose Gallet, donc super endo girl, parce qu'elle est atteinte d'endométriose, elle milite pour l'endométriose et ça faisait 3 ans qu'elle recevait des témoignages sur ce professeur de Thonon et qu'elle essayait d'alerter et que personne ne l'entendait. Donc ensemble, voilà, on a tout fait pour que ce soit médiatisé et on espère que ça va marcher parce qu'il y a énormément d'abus de pouvoirs médicaux dans tous les domaines. C'est des abus de vulnérabilité. Dans le cas de Thonon, ce sont des femmes qui étaient atteintes d'endométriose, donc une maladie qui les rend très vulnérables et elles étaient dépendantes de ce professeur parce qu'elles espéraient qu'il pourrait faire en sorte qu'elles aient des enfants, qu'elles soient soignées. Donc en fait, elles étaient un peu dans cette situation de serrer les dents pour toutes les violences qu'il leur infligeait ou alors être soignées. C'était un peu, elles étaient vraiment prises au piège, on va dire. Voilà, je voudrais terminer en disant, j'espère que le féminisme aussi va nous aider, pas que le gouvernement, mais que ça va devenir vraiment une cause importante et que le féminisme va rentrer dans les maternités, les cabinets gynéco, parce qu'actuellement, c'est les droits des femmes, leur corps, leurs choix sont complètement niés, bafoués, sous prétexte, soi-disant, qu'on leur sauve leur vie. La plupart du temps, elles nous témoignent qu'elles ont le sentiment d'avoir été violées, donc c'est plus leur vie qui a été gâchée. Donc moi j'ai créé le collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques pour ça, pour faire des liens avec le féminisme, pour que tout le monde se sente concerné. Ça touche pas que les femmes, ça touche aussi les familles, ça brise des liens avec les enfants. Ces violences, elles détruisent vraiment tout le monde, toutes les familles, et c'est important qu'on s'en saisisse, hommes ou femmes, pour protéger aussi nos filles, pour changer le monde pour elles. Et pour qu'on ait une médecine qui soit davantage bien traitante. Merci. Bravo. Pour lire les textes, tu lis. Et après, c'est les textes, et puis après, c'est à Marie-Rose. Bien dans votre cabinet. Quand il enfonce le spéculum, il dit en rigolant « Ah, votre mari sera jaloux comme j'ai réussi à vous pénétrer. » J'ai mal, mes larmes coulent. Ensuite, il me fait un toucher rectal horrible. Il m'a fait tellement mal que j'ai senti une fissure. Et pendant 1 semaine, j'ai eu du mal à aller à la scène. J'avais alors 23 ans.
La consultation était d'une violence inouïe. En lisant les nombreux témoignages sur le sujet, j'ai eu la sensation de lire mon expérience un peu partout. Une consultation extrêmement douloureuse. Des larmes pendant qu'il me touchait, ma voix qui le suppliait d'arrêter, et mon corps qui se cambrait, tandis qu'il repoussait mon bassin violemment sur la table en m'engueulant, rempli de mots de colère et d'humiliation. Son interne m'a examiné à son tour, sans mon consentement, alors que j'étais en larmes sur la table. J'ai ensuite refusé le toucher rectal. Il s'est montré méprisant et humiliant, et a dit que sans cela, il ne pourrait rien savoir. Je n'ai plus réussi à aller voir un gynéco pendant des années après ça. Plus aucun suivi de ma pathologie pendant 6 ans après cette consultation. La direction de Tenon l'a protégée car c'était une gagneuse à la tête d'un sécos très rémunérateur pour l'hôpital. Le business de la PMA. Il y en a d'autres à Paris. Merci, c'est Caroline, voilà, actrice du spectacle Spéculum que je vous invite à voir sur les violences gynécologiques. Spéculum. Marie-Rose Gallet, est-ce que tu es parmi nous? Tu vas dire quelques mots du coup sur l'affaire, comme ça fait quelques années que tu connais les agissements de ce monsieur. Alors bonjour à tous, je vais prendre un papier parce qu'au niveau de cette affaire, j'ai perdu mon rôle. Alors bonjour à tous, moi je suis Marie-Rose Gallet et je suis co-organisatrice avec le collectif Stop VOG aujourd'hui. C'est parce que je milite pour une meilleure prise en charge de l'endométriose depuis 2016. Et dès 2017, moi je commence à avoir des témoignages sur ce professeur. Je commence à en avoir une certaine pile, donc je me dis qu'il y a peut-être un souci. Et surtout, j'ai toujours cette espèce de signature qui revient, c'est toucher vaginaux et c'est toucher rectaux d'une extrême violence. J'ai des témoignages atroces, le genre qui vous empêche de dormir, et je me dirige naïvement vers les associations qui me répondent « oui, on sait, c'est comme ça, oublie ». Alors comment oublier? Comment oublier quand vous lisez des choses atroces où on vous décrit les cris, les larmes, les corps qui sortent de douleur, qui demandent non, qui demandent stop, quand tout le monde laisse faire? Comment oublier? Moi, je serais curieuse de savoir, parce que ça fait 3 ans que j'essaye d'oublier, que j'y arrive pas. Alors, je me suis dit qu'on était seuls dans ce combat, et que moi, j'avais plus d'énergie qu'elle, parce qu'elle, c'était compliqué. Le syndrome de stress post-traumatique, les souvenirs qui sont flous, les souvenirs qui sont morcelés, pour essayer de se protéger quand il n'y a personne pour vous aider. Alors, on tente naïvement une procédure auprès du médiateur de l'hôpital. Ça fait chou blanc, forcément, comme on disait, ça rapporte de l'argent. Alors on fait comme si on n'avait pas vu. Donc ça fait 3 ans que j'accompagne ces endométriosiques. J'insiste sur le terme parce que ça a été un petit peu oublié au milieu de tout ça. C'est pas n'importe où que ces violences se sont produites. Les violences gynécologiques, il y en a partout en France. Celles-ci, elles sont d'une extrême violence et elles se sont produites à Andolande. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que quelque part, on est des victimes programmées. Je vous rappelle que l'endométriose, c'est une maladie que nous appelons l'hystérie il n'y a pas encore si longtemps que ça. L'hystérie, ça veut dire utérus malade. Alors oui, nous sommes effectivement hystériques. Papy Freud, qui je l'espère brûle en enfer actuellement, a un petit peu modifié tout ça en nous faisant passer pour des folles. Alors depuis, on nous prend pour des folles. On nous dit que c'est dans notre tête tout ça, qu'on est chachotte, qu'on est douillette. Alors quand elle pleure, quand elle crie, on leur dit que c'est pas lui. Non, c'est elle. C'est elle. C'est de leur faute à elle. Alors moi, les journalistes me disent, mais pourquoi elles n'ont pas porté plainte plus tôt? Mais parce qu'elles étaient des victimes conditionnées, à se dire que c'était de leur faute à elles. Moi d'ailleurs, il y en a plein qui me contactent maintenant en me disant, je viens de comprendre pourquoi je suis sortie en larmes, pourquoi j'y repense, pourquoi j'ai des flashbacks depuis toutes ces années, pourquoi depuis ma vie sexuelle n'est plus la même. Donc tout ça, ça s'est passé dans le milieu de l'endométriose, où on est encore plus mal traité, et dont on n'en parle pas assez. Alors tout ça, c'est assez extraordinaire ce qui se passe là. Il y a 3 semaines, jour pour jour, j'étais à un événement sur l'endométriose. À la table, il y avait tout le monde, associations, médecins, etc. Et on parlait de lui. Nous étions 2 jours à peine avant l'endométriose. Et on parlait de lui. On disait à quel point on en avait marre de récupérer les patients dans des états pas possibles. On voulait mettre fin à tout ça, mais qu'on n'y arrivait pas. C'était impossible, que c'était politique, que c'était économique, qu'il n'y avait pas de solution. Et 2 jours plus tard, ça y est, c'était là. Et tout ça, c'est la réussite des victimes. Des victimes qui s'accrochent depuis toutes ces années,
qui ont réussi à battre leur stress post-traumatique pour témoigner. C'est des teams qui sont d'un courage qui force à l'admiration. Alors merci à vous d'être venus aujourd'hui pour leur rendre hommage. Merci Marie-Rose. Est-ce qu'il y a une personne, une militante des colleuses, s'il vous plaît? C'est elle de parler si elle est dans le coin. Sinon... Ah, ouais. Eh bien, donc les colleuses, est-ce qu'il y a une personne des colleuses qui voudrait venir parler un petit peu? Et sinon... Elle arrive. Tu relis Caroline le temps qu'on appelle la prochaine. Merci. D'un coup, la porte s'ouvre. Je vois apparaître cet homme à l'allure d'un professeur entouré de 5 ou 6 étudiants. On ne me demande pas mon avis. Il ne me regarde pas. Il parle en des termes médicaux que je ne comprends pas à son assemblée et sans que je puisse comprendre ce qui se passe. Il me fait un examen violent qui me laisse choquée et douloureuse. L'homme parle et repart avec sa troupe sans même me regarder. Je me sens déboussolée. Et ce n'est pas le seul médecin violent dans ce service. Je voulais témoigner en tant que patiente du professeur Émile Daraille, il y a 24 ans à l'hôpital Bichat, de fait de violences obstétricales et violences psychologiques. J'avais 20 ans. Depuis, j'attendais secrètement et désespérément de voir surgir des témoignages sur le net. Ça y est, enfin. Malgré mon refus et mes larmes, obligée de subir 3 touchés rectaux par 3 étudiants présents. Ces mots ont été « Vous n'avez pas le choix ». Je suis sortie complètement choquée de mon rendez-vous avec un homme qui était le seul à pouvoir me sauver de cette maladie qui m'a handicapée depuis mes 14 ans. Mes mots, abus de pouvoir et viol. Oui. Alors, c'est parfait, ouais, c'est parfait. Alors, c'est Muriel Salmona qui va dire quelques mots, donc psychiatre et spécialisée dans le psychotrauma. Si vous pouvez vous présenter aussi, Madame Muriel Salmona, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Muriel Salmona, je suis psychiatre, je suis présidente de l'association Mémoire traumatique et épistémologie. Donc je prends en charge des victimes de violences et je lutte contre toutes les violences, particulièrement les violences sexistes et sexuelles. Donc je voulais vous apporter déjà tout mon soutien. Je voulais vous apporter donc tout mon soutien et vous dire à quel point toutes ces violences gynécologiques dans le cadre du soin, qui sont des violences sexistes, sexuelles, sont très graves. Sont de graves atteintes à la dignité et à l'intégrité physique et mentale des personnes et qu'elles elles sont particulièrement traumatisantes puisqu'elles s'exercent dans un cadre de grande vulnérabilité. Quand quelqu'un va demander des soins, qu'il est souvent que ce sont des femmes qui sont souvent dans des parcours de soins très, très difficiles, avec des douleurs, des craintes, une détresse parfois, abuser d'une autorité pour exercer des violences et aussi être dans une position de discrimination et de rapport en fait de domination et de soumission. Et vraiment scandaleux. Donc c'est des situations en fait qui s'avèrent être des pièges, puisqu'il y a vraiment une position dominante avec des arguments d'autorité qui s'exercent et des contraintes qui s'exercent sur les personnes, et puis qui d'un seul coup ne prennent absolument plus compte de la personne qui a qui est dans la situation de souffrance, qui nie en fait sa volonté, qui nie la douleur qui peut être
commise, exercée, la violence qui peut être exercée, et qui du coup aussi porte atteinte gravement à la dignité en réduisant l'autre à un objet qu'on peut utiliser dans un cadre particulièrement, en quelque sorte, pervers, puisque c'est le cadre du soin. Donc ça ressemble un peu aux situations qui peuvent être aussi des situations intrafamiliales. Il faut imaginer aussi que peut-être que les personnes qui peuvent parler, enfin, qui peuvent témoigner, et on sait à quel point c'est difficile, c'est un parcours du combattant pour pouvoir le faire. On peut imaginer aussi pour celles qui sont encore plus discriminées, encore plus vulnérabilisées, comme des personnes en situation de handicap, ou qui cumulent plusieurs discriminations, à quel point ça va être c'est certainement encore plus difficile, donc il va falloir aussi se préoccuper de toutes ces personnes. Par ailleurs, en termes de traumatisme, je veux dire, ce sont des situations qui effectivement génèrent des mécanismes psychotraumatiques toute une cascade de mécanismes psychotraumatiques qui vont livrer en fait encore plus la personne à cette situation de violence, avec un état de sidération lié au fait que c'est impensable ce qui est en train de se passer, ça bascule, je veux dire, on n'existe plus face à l'autre, il y a une intentionnalité que l'on ressent, qui paralyse et qui va générer aussi un état de stress extrême et de dissociation traumatique avec souvent une très grande qui va en fait encore plus empêcher la capacité de la personne à pouvoir se défendre. Alors déjà, elle est piégée par rapport aux soins, à ce qu'elle entend, à ce qu'elle attend de ses soins, à son besoin de soins, à une personne qui a une autorité très importante en face d'elle, qui met en scène qu'il est parfois la seule personne pouvant vraiment résoudre et soigner le problème. Du coup, tous ces éléments-là vont déjà jouer, et en plus, il y a cette dissociation traumatique liée au basculement dans une violence et dans une déshumanisation très, très importante qui va entraîner ce qu'on appelle une anesthésie émotionnelle, une déconnexion, un sentiment d'irréalité, d'étrangeté, qui vont aussi, encore plus piéger la personne et faire qu'elle va être sur mode automatique et c'est dans un deuxième temps qu'elle va pouvoir vraiment se réaliser à quel point ça a été terrible et pouvoir enfin petit à petit en parler et aussi commencer à comprendre ce qui a été subi. Donc il faut le temps pour pouvoir réaliser tout ça. Et aussi, il y a vraiment cette dimension, de toute façon, une dimension violente et sexiste. Si la personne se plaint, de toute façon, sa plainte n'est pas recevable, n'est pas légitime, parce que, en fait, elle se plaint tout le temps, elle est trop muette, elle ne sait pas ce qu'elle veut, voilà. Et tout ce système de contraintes lié à une situation vraiment très... complètement organisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame Salmona, merci beaucoup. Merci Madame Salmona d'avoir été présente avec nous. Merci. Merci à vous. Merci. Alors les colleuses vont dire un petit mot. Elles ont rendu ce quartier magnifique avec des slogans forts, choc et des témoignages. Et je vous remercie beaucoup d'être soutenante auprès des victimes et auprès de cette cause des violences obstétricales et gynécologiques. Allez-y. Nous, coloreuses, souhaitons apporter par nos actions et de tout notre soutien aux victimes de violences gynécologiques et obstétricales à l'hôpital Tenon et à toutes les autres victimes de ces maltraitances. Aujourd'hui, nous voulions vous dire, victimes de violences gynécologiques, nous vous croyons. Pardon. Nous vous croyons lorsque vous dites que votre consentement a été piétiné, vos douleurs minimisées et votre parole méprisée. Nous vous croyons
lorsque vous dites que vos corps ont été maltraités, déchirés, violés, et cela même par ceux qui devaient vous soigner. Nous vous croyons lorsque vous dites que personne ne vous a écouté. Étudiants et étudiantes qui osez témoigner, nous vous croyons. Nous vous croyons lorsque vous décrivez avec quelle facilité les personnes qui sont censées vous enseigner à soigner les patients et les patientes se passent de leur consentement ou se contentent de l'ignorer. Nous vous croyons lorsque vous rapportez les comportements sexistes et humiliants de ces mêmes professeurs, lorsque les patientes sont endormies et sans défense sur la table d'opération. Nous vous croyons lorsque vous dites n'avoir reçu aucun soutien, lorsque vous avez signalé ces agissements, et ce, au risque de voir votre carrière compromise. Victimes et témoins, nous vous croyons, car ces violences, ne sont qu'un symptôme de plus de cet horrible fléau qu'est le patriarcat. Car à l'hôpital, comme dans nos rues, dans les commissariats, dans les tribunaux, les femmes, et perçues comme telles, voient tous les jours la dignité de leur corps et de leurs âmes bafouées. Ceux qui devraient respecter leur consentement les violent et les tuent. Ceux qui devraient les protéger les ignorent et inversent la culpabilité. Ceux qui devraient garantir nos droits remettent leurs paroles en doute et laissent courir les agresseurs. À l'hôpital comme partout, la culture du viol maltraite les corps et les esprits. Mais grâce au courage de vos témoignages, nous mettrons fin à l'impunité de ceux qui se croient au-dessus des lois. Grâce à vos paroles, à votre mobilisation, nous leur rappellerons que le consentement n'est pas une option. Disposer librement de notre corps est notre droit le plus fondamental. Et aucun médecin, si réputé soit-il, n'a le droit de passer outre. Victimes de violences gynécologiques, nous vous croyons, nous vous remercions pour vos témoignages et nous lutterons à vos côtés pour faire entendre vos voix partout où nous pourrons les porter. Vous trouverez toujours notre soutien sur les murs. Merci. Bravo les collègues, bravo, merci. Avec grand plaisir. Claire des Effrontés va dire quelques mots au nom de son association. Merci pour votre soutien. Merci à toi Sonia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis Claire Charles, porte-parole de l'association féministe et LGBT+, les Effrontés. On apporte depuis de nombreuses années tout notre soutien à Sonia et au collectif Stop VOG, qui est un collectif en fait de veille et de lanceuse d'alerte, parce que actuellement on n'en parle presque pas. De temps en temps, régulièrement en fait dans les médias, on entend parler du scandale des touchés vaginaux, donc effectués sans consentement. Même si c'est sans brutalité, ça ne change rien, c'est sans consentement. Dans les CHU notamment, les étudiants, etc., qui vont défiler dans une chambre pour s'exercer, mais en fait on doit demander le consentement de la patiente, et ça c'est pas du tout respecté. Donc moi je suis vraiment admirative devant le travail qui est fait par ton collectif Sonia. Je suis admirative des prises de parole et des témoignages qui ont été faits aujourd'hui et depuis déjà longtemps. Il y a quelque chose qui m'a frappée dans ce que a dit Rosemary tout à l'heure. Elle parlait du témoignage de quelqu'un qui disait il est parti sans m'accorder un regard, sans me regarder. En fait, et je vais aussi rebondir sur ce que disait Muriel Salmona, c'est le socle des violences masculines, c'est la déshumanisation. Et en fait, on les retrouve dans toutes les violences, même dans les violences domestiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nie votre humanité, on annihile votre existence en tant qu'être humain, en fait, en tant qu'être sensible et digne de respect et voilà, de ne pas subir des violences. À partir du moment où on nie ça, on vous désarme en fait, vous n'avez plus aucune arme, puisque vous êtes nié en tant qu'être humain sensible. Et c'est la même chose encore une fois dans les cadres des violences conjugales. Et du coup, cette déshumanisation, c'est presque l'enfer, parce que du coup comment on s'en sort? C'est-à-dire que comment les femmes se rendent compte que ce qu'elles ont vécu, c'est pas normal. Donc moi je pense qu'il faut absolument, aux effrontés, on insiste souvent sur la question des campagnes d'information. Il faut que les femmes connaissent leurs droits, il faut des grandes campagnes de prévention, et oui ça va coûter de l'argent, et oui il va falloir sortir de l'argent, mais à un moment donné, que les décideurs, il va falloir qu'ils arrêtent les effets d'annonce qui ne sont jamais suivis d'effets réels en fait. Parce qu'ils n'arrêtent pas de nous ressortir, dès qu'on
on parle de violence, des annonces de Darmanin de cet été, à chaque fois ce sont des dispositifs qui existent déjà, mais qui ne sont pas appliqués parce qu'ils ne sont pas financés. Donc là, on va être à l'affût parce qu'il ne faut pas qu'ils nous refassent le même coup, c'est-à-dire que, admettons que là, on ait une réponse, vu la mobilisation qui va continuer des décideurs, il faudra pas les lâcher, quoi. Il ne s'agit pas juste de nous dire des trucs qui existent déjà, mais qui ne sont pas financés. Et l'informer les femmes de leurs droits, c'est essentiel, parce que évidemment que quand vous êtes dans le cadre d'un rapport de force tel que le médecin face à une patiente, quand vous êtes face à quelqu'un dont votre santé dépend, vous n'avez pas le choix, et en plus vous êtes face à une personne qui a un savoir que vous n'avez pas, évidemment que toute personne face à un médecin est dans un rapport de domination qui lui est défavorable. Plus encore une femme qui est en position gynécologique face à un médecin qui est un homme et qui la brutalise, et comme disait Muriel Salmona, il y a un effet de sidération. Donc c'est génial cette parole qui se libère, mais comme disait aussi Sonia, maintenant c'est surtout aux oreilles de se libérer, puisque en fait les femmes elles parlent depuis longtemps, donc maintenant il va falloir commencer à les entendre et à permettre par contre que cette parole en fait puisse être libérée chez les femmes qui ne l'ont pas encore fait, parce que évidemment qu'il y a des femmes qui ne savent pas que ce qu'elles ont vécu est absolument pas normal, puisqu'on ne les informe pas de ce que c'est que leurs droits. Donc voilà, je vais avoir un petit peu de mal à conclure, mais en quelque sorte, moi, j'attends du gouvernement des actes, de l'argent. Également, quand les décideurs se seront réveillés, on aura peut-être des enquêtes de victimation de la part de l'INSEE, comme on a pour les viols en général, en fait, parce qu'actuellement, il n'y a pas de chiffre officiel. Donc, on peut toujours dire, oui, c'est l'effet de... Alors, même si le HCE a fait un rapport qui dit que c'est généralisé, ça serait bien d'avoir des enquêtes de victimation commandées par l'État, de l'INSEE, comme on a pour les violences faites aux femmes, comme on a pour les viols, etc. Et actuellement, je rappelle qu'il y a seulement 1% des viols en France qui sont condamnés. Et c'est hors de question que l'impunité soit totale et que ce soit 0% sous prétexte que c'est le cadre c'est un cadre particulier, mais en fait c'est un cadre qui est éminemment patriarcal et qui tout est réuni pour que ces violences aient lieu, c'est évident. Donc on ne peut pas penser que ça va s'atténuer de soi-même, il faut agir maintenant et il faut les soutiens des décideurs et financer les mesures qu'ils pourront apporter. Voilà, merci. Infiniment pour ton soutien, merci. Sud Santé voudrait dire quelques mots. Oui, bonjour, j'aimerais intervenir au nom de Sud Santé. Donc, Sud Santé est par principe du côté des victimes de violences gynécologiques. Donc là, nous, ce qu'on voudrait dénoncer, c'est l'omerta qui se fait au niveau des hôpitaux là-dessus. Donc c'est pas nouveau ce genre de choses. C'est des choses qui apparaissent depuis déjà de longues années, et très souvent, trop souvent, les directions mettent sous le tapis. Quand il y a des demandes, quand il y a des plaintes qui sont faites, on fait juste des demandes de conciliation dans certains cas, mais on n'en tient pas compte. Et on n'en tient pas compte d'autant plus si c'est d'éminents professeurs, si c'est le monde médical des carabins, alors qu'il y a 2 poids 2 mesures à l'hôpital. S'il y a un agent qui est suspecté de maltraitance, quelle qu'elle soit, il est tout de suite suspendu le temps de l'enquête. Et il est retiré de son service de manière immédiate, et tant mieux, le temps de l'enquête. Mais quand ça touche des carabins, des chefs de service, alors là, on met tout sur le tapis et on cache tout. Et moi, je suis vraiment en colère parce que visiblement, ça fait des années que nos directions sont au courant de ça. Nous, on vient de l'apprendre ici, on est sous le choc, mais alors que ça fait des années qu'il y avait des plaintes qui étaient faites. Donc nous, on aimerait vraiment dire qu'il y a un vrai problème au niveau du monde médical et au niveau des directions des hôpitaux sur les formations. Les formations par rapport aux médecins, il faut absolument qu'il y ait à la fois au niveau gynécologique surtout des explications. Évidemment, ça semble aller de soi, mais ça ne va pas toujours de soi. Qu'il y ait le consentement qui soit demandé, qu'il y ait la pudeur dans les hôpitaux. On a un gros travail à faire. Il y a déjà eu un gros travail qui a été fait depuis qu'il y a plus de chambres seules, qu'il y a des paravents, tout ça, ça n'allait pas de soi il y a quelques années. Il commence à y avoir un travail là-dessus. Mais il y a encore un gros travail à faire.
C'est tout simple, hein. Mais quand vous faites un examen gynécologique à une femme, si vous faites en sorte de lui mettre ne serait-ce qu'une feuille de papier de table d'examen sur son pubis de manière à cacher, elle se sent beaucoup moins nue, les jambes écartées dans des étriers. Ça paraît tout con, mais c'est énorme pour les femmes et c'est encore trop peu fait par le monde médical et c'est un vrai apprentissage. Voilà, donc il faut évidemment de la douceur, de l'humanité. Alors, moi, je suis infirmière, je vois quand même que tous les jeunes internes sont quand même beaucoup plus au fait par rapport à ça. Et c'est tant mieux, je suis quand même optimiste là-dessus. Mais il y a encore toute une ancienne génération, un monde médical pour lequel il faut faire des formations et pour lequel il faut vraiment insister là-dessus. Et c'est tout à fait fait par les écoles de sages-femmes. On n'a rien à redire là-dessus, hein, dans le monde des sages-femmes et les écoles de sages-femmes. C'est mieux du côté du monde médical, mais il y a encore d'énormes travaux à faire là-dessus. Alors, j'aimerais quand même dire que, bon, heureusement, à l'hôpital Tenon, nous, on souffre tous de ce qui se passe, hein, et heureusement, il y a quand même des bons médecins, des bonnes sages-femmes, des bonnes équipes paramédicales. Nous, on attend vraiment de la direction qu'il y ait à la fois des mesures qui soient prises pour montrer qu'il y a quelque chose de fait, parce que pour l'instant, il est toujours en activité. Et on attend qu'il y ait un vrai travail de fait sur la prise en charge au niveau gynécologique et au niveau de la bientraitance. Il y a un gros travail à faire là-dessus que ne fait pas la direction, même ne serait-ce que par rapport aux violences conjugales. Ça fait des années que nous, Sud, on dénonce le fait qu'il n'y a pas de formation qui soit faite, aussi bien pour les médecins que pour les paramédicaux là-dessus. On est encore trop peu nombreux au niveau du monde médical à demander aux femmes si elles subissent pas ou si elles n'ont pas subi dans le passé des violences conjugales. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Il faut vraiment que toutes ces paroles qui se libèrent fassent en sorte qu'on parte vers le haut et de manière constructive vers un mieux-être et une bientraitance au niveau médical et gynécologique. Bravo. Merci Marie. Merci Sud Santé pour votre soutien et pour la sono qu'ils nous ont prêté. Et je voulais juste préciser par rapport à ce que disait Maryse, quand elle dit que c'est aussi un problème de génération. Alors c'est vrai que c'est des internes qui ont témoigné, hein, qui sont venus nous voir et qui nous ont dit tout ce qui se passait là-bas. Mais malheureusement, elles ont parlé à beaucoup de leurs collègues. Et les collègues, ils ont dit mais t'es qui toi pour dire ça? C'est un grand professeur. Donc elles se sont vraiment retrouvées toutes seules. Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est que ces grands mandarins, ces grands professeurs qui se croient tout permis, eh ben, c'est eux qui forment la jeunesse. Voilà, c'est chez eux que les jeunes vont en stage. Donc tous leurs collègues, est-ce qu'ils sont bien traitants? C'est une bonne question. Tous ces gens qui étaient au courant, qui n'ont rien dit. Vous voyez, c'est pas juste une personne isolée, et puis on se dit, hop, si elle n'est plus là, il ne se passe plus rien. En fait, cette personne-là, elle a formé plein de gens, et si elle a continué en place toutes ces années, on a des témoignages, je vous dis, depuis 25 ans, et ben c'est que forcément, il y a plein de gens autour qui trouvaient ça normal, et donc il faut se poser la question aussi de leur pratique à eux. Voilà. Bravo. Ouais, mais il est toujours en place. Il est toujours en place, il fait toujours, c'est pour ça qu'on est là. C'est pas normal, je suis d'accord avec vous. Et il y a Anne du CNDF, du Collectif National des Droits des Femmes, qui va nous dire quelques mots. Merci. Oui, je crois que beaucoup de choses ont été dites, mais je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que l'impunité des mandarins, des carabins aussi, comme disait Maryse, on la connaît quand même. Hein. Il suffit de voir comment l'ordre des médecins a agi, notamment sur la question des violences gynécologiques obstétricales. Et donc là, c'est effectivement, quand moi, il y a 15 jours à peu près, on était réunis hein, dans un colloque sur le droit à l'avortement. Sonia était venue et a commencé à nous parler des témoignages. Maryse était là. On n'est jamais habitué aux témoignages sur les violences, sur les viols faits à l'encontre des femmes. Mais quand même, à la lecture de ces témoignages, bon, on les entend là, c'était vraiment, ils ont été retweetés, insupportables. Insupportables parce que l'hôpital, normalement, est un lieu qui doit protéger et soigner. Alors c'est vrai que malheureusement, et je mets des guillemets à l'habitude, on peut prendre l'habitude justement de la différence ou du rapport de pouvoir des médecins sur les patients et les patientes, parce que se conjuguent
domination patriarcale, j'allais dire domination de classe aussi, et toutes ces dominations conjuguées donnent ces violences-là. Alors moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce médecin, ce chef de service, n'est pas suspendu. Il y a des mesures conservatoires. Il se trouve que je connais les institutions parce que j'étais éducatrice, et donc quand il y avait, et syndicaliste, quand il y avait des problèmes de violence, tout problème, il y a une première mesure qu'on prend. Je sais qu'une enquête a été ouverte le 20 septembre, ce qui est tard d'ailleurs, ce qui est tard, parce que des témoignages, et il y en a encore aujourd'hui des personnes, et je les remercie, comme je remercie toutes les intervenantes, et notamment l'association de Sonia Stop aux violences gynécologiques et obstétricales, qui sont venues aussi et qui ont envie de témoigner. Et on va les soutenir. Mais ce que je ne comprends pas, c'est effectivement qu'il n'y ait pas de mesures conservatoires, parce que ce monsieur continue à sévir. J'ai même entendu qu'il était presque proche de la retraite. Il n'est pas question que cette personne soit impunie. Les bouches sont ouvertes, elles souffrent depuis longtemps, mais on ne les entendait pas. Et puis par ailleurs, il y a une forme de chantage. Ce qu'on peut lire et voir dans les témoignages, c'est par rapport à cette maladie, l'endométriose, qui a longtemps été ignorée de la recherche. Parce que ça, au CNDF, on en a parlé plusieurs fois. C'est que les recherches au niveau de la science médicale, les maladies des femmes, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et l'endométriose, ils s'en sont foutus pendant des années. Et en plus, quand on commence à prendre l'endométriose en charge, on se retrouve, notamment ici, dans un service avec un auteur qui est dans une violence extrême, voire viol. Je rappelle qu'il y a une plainte qui est déposée pour lui, pour viol sur mineur de 15 ans. Voilà. Donc effectivement, le Conseil de l'ordre des médecins, on n'en attend rien. Cette institution patriarcale, sexiste, on n'en attend rien. Mais c'est quand même un problème que tous ces messieurs ne réagissent pas. Alors voilà, moi je pense qu'on va continuer la mobilisation avec toutes les associations qui soutiennent. C'est stop au viol gynécologique, stop à l'impunité des mandarins et des carabins, stop au viol et aux violences gynécologiques et obstétricales. Bravo. Merci à du CNDF, Collectif National des Droits des Femmes. Merci. Alors il y a Marie-Hélène Lahaye, donc, qui est une militante de la première heure, qui milite contre les violences obstétricales et gynécologiques, qui est avec nous du coup. Alors comme elle vit en Belgique maintenant, elle va nous parler par téléphone. Elle est autrice d'un livre qui est Accouchement, les femmes méritent mieux. Et donc elle va nous parler un petit peu, nous dire quelques mots sur les violences gynéco, sur cette affaire à Thonon. Voilà ce qu'elle en pense. C'est à toi, Marie-Hélène. Cette ambiance comme ça. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Parle très fort. Oui, bonjour. Je suis de tout cœur avec vous. Malheureusement, je n'ai pas pu venir. Je suis vraiment avec vous. Je continue depuis le début. Et je pense que ce que vous faites, il y a une révolution qui est en cours. Être entendu. Enfin, les femmes peuvent dénoncer publiquement et médiatiquement non seulement des hôpitaux, mais également nommément certains médecins qui violentent les femmes. C'est une avancée formidable qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Donc voilà, continuez à manifester, continuez à vous faire entendre. La balle est maintenant dans le camp des politiques. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui doit absolument enfin prendre en compte la situation qui se passe dans les hôpitaux en gynécologie et obstétrique. Il est inadmissible que des femmes soient violentées quand elles doivent recevoir des soins. Donc aujourd'hui, il faut continuer à bouger, continuer à dénoncer médiatiquement les médecins violents et espérer enfin une réponse politique pour changer la loi, pour changer les pratiques dans les hôpitaux et pour faire en sorte que enfin les femmes puissent être soignées exactement comme les hommes, y compris dans la sphère gynécologie et dans l'obstétrique. Je ne vais pas être très long parce que je pense que le son n'est pas très bon. Et je suis en tout cas de tout cœur avec vous et je vous souhaite vraiment d'avancer sur le sujet.
fait tout ensemble pour changer les pratiques. Et je continue à vous suivre sur Facebook et à très bientôt. Merci Marie-Hélène, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ton combat depuis des années. C'est grâce au travail voilà, de toutes les militantes, de toutes les femmes qu'on fera changer les choses depuis des années. Merci beaucoup. Ah bien sûr, alors c'est Josie de la CADAC. Merci. Voilà, des fois je me pince, je me dis on est bien en France au XXIe siècle, car je commence à en douter. Car nous sommes toujours obligés de parler de maltraitance et de viol. Et lorsque, par vagues successives, la parole se libère, l'ampleur du phénomène est encore plus importante que celle qu'on pensait. Depuis presque 50 ans, notre lutte féministe a pourtant fait évoluer les mœurs. Mais il y a toujours et encore des luttes nouvelles à affronter. C'est pourquoi il ne faut pas lâcher, il faut tenir sur la durée, comme fait le collectif Tenons pour l'avortement. Car vous le savez bien, pour les droits des femmes, c'est comme si on prenait un tapis roulant à l'envers, dès qu'on n'avance pas, on recule. En 1973, ayant commencé la lutte de l'avortement, nous étions souvent avec des médecins de gauche. Nous avons tout de suite posé nos conditions. Nous voulions être traités avec égard, parole et pratique, qu'on nous explique le problème, qu'on justifie les traitements. Dans les colloques, lorsqu'un médecin prononçait un mot médical, nous le répétions à haute voix, il s'excusait, il traduisait en langage compréhensible de nous toutes. Il nous le devait. À cette époque, à Courbevoie, un gynécologue agressait sexuellement ses patientes. Et avec un groupe femmes de Puteaux où j'habitais, nous sommes allés distribuer des tracts dans les boîtes à lettres de Courbevoie pour le dénoncer. Au début de la lutte pour l'avortement, un jour, nous avons pris un seul rendez-vous avec le gynéco de l'hôpital. Sauf que nous sommes arrivés à 15. Je ne vous dis pas la tête du médecin quand il a vu 15 personnes dans son bureau. Peut-être faudrait-il imposer d'aller à une visite médicale avec un témoin, quelqu'un qui vous accompagne et qui est capable de dire que ce qui s'était passé et de vous appuyer et de changer le rapport de force. Dans l'affaire qui nous préoccupe à l'hôpital Tenon, le plus scandaleux, c'est que cette pratique brutale a déjà été signalée, mais pas condamnée, et donc il continue, il n'y a pas de raison de se gêner. Parce que dans cette histoire de viol, la seule chose qui compte, c'est de ne pas se faire prendre. C'est comme si c'était autorisé. D'ailleurs, dans les premières fois où nous avons accompagné des procès, on avait affaire à des hommes qui étaient là, qui disaient, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là, ils ne comprenaient pas. Cette fois, il ne faut pas lâcher. Il faut que ces mauvaises pratiques cessent définitivement. Pas une victime de plus, ni una menos, comme disent nos camarades sud-américaines. La justice porte là une très grande responsabilité. Et d'une façon générale, plus l'agresseur a du pouvoir, moins il est condamné. Pour une victime, il est toujours très difficile et douloureux de revivre ces moments-là, de dénoncer ce genre de pratiques. Et nous remercions les victimes qui ont le courage de lutter contre un agresseur qui a du pouvoir. D'abord pour elles-mêmes et aussi pour toutes les femmes. Car lutter, c'est sauver toutes les femmes qui auraient croisé sa route après elles. Mille merci à toutes ces femmes courageuses. Elles nous trouveront toujours à ce côté. Merci Josie. Merci. Démission. Sanction. 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 Démission. Jamais un examen gynécologique n'avait été si douloureux. J'ai dû prendre du tramadol pendant 2 jours à la suite d'un toucher rectal très brutal.
alors que le professeur Daraï avait les résultats de mon écho-endoscopie rectale récente et pratiquée par un médecin expérimenté. Face à ma douleur, ces mots ont été « arrêtez de gigoter » et une extrême froideur. À la suite de cette visite, j'ai renoncé à la chirurgie qui aurait peut-être permis d'éviter l'aggravation de mon endométriose profonde, stade 4. J'ai vu le professeur Daraï qui m'a fait un toucher vaginal sans me prévenir et un rectal ultra douloureux sans mon accord. J'en ai eu les larmes aux yeux. Étant jeune et à la recherche d'un bon médecin pour mon endométriose, je pensais que c'était normal. Je voulais qu'on m'aide. J'avais mal constamment à cause de mon endométriose et malgré les traitements hormonaux qu'on me proposait à l'appel, j'ai mis beaucoup d'espoir dans ce rendez-vous. Et ça, je pense que le professeur Daraï le sait et qu'il en abuse. Les spécialistes en endométriose se font rares, alors ils se croient tout permis. Cela s'appelle un abus de pouvoir. Cet homme était glaçant, presque effrayant, ne m'a presque pas adressé la parole, ni regardé dans les yeux, et a jeté des comptes rendus de mes derniers examens devant lui en me disant « Il me semble que je n'avais pas d'endométriose ». Un diagnostic avait pourtant été posé et je me suis fait opérer quelques mois après. Après un toucher vaginal particulièrement douloureux, il m'a fait un toucher rectal par surprise, sans mon consentement. Aucun médecin n'avait ressenti le besoin de le faire. J'ai eu mal, je me suis sentie humiliée et je suis rentrée chez moi en pleurant. J'ai su que quelque chose n'était pas normal. Le pire dans tout ça, c'est que je me suis jugée. Tu es trop sensible, c'est un médecin. Il te veut forcément du bien. Et pourtant, dans mon intimité, depuis, il m'arrive d'avoir peur qu'on me fasse de telles choses par surprise. Et quand j'y repense, malgré moi, je me sens salie. Ça me dégoûte de savoir que cet homme m'a touchée. Sanction, suspension, sanction, suspension, sanction, suspension, sanction, suspension, sanction, suspension, sanction, suspension. Alors on va rien lâcher, il faut vraiment rester avec nous les médias, voilà, et qu'on suive vraiment cette affaire, on va refaire des actions comme ça, parce qu'il y a vraiment besoin que ça porte et que vraiment il y ait une réponse, quoi. C'est pas possible qu'ils soient impunis, au bout d'un moment il y en a marre, c'est plus possible, c'est fini. C'est le MeToo de la gynéco, maintenant les femmes, on refuse tout, on parle, on est là et on lâchera rien. Le collectif Tenon va dire quelques mots, le collectif féministe de Tenon. Alors le collectif Tenon, en fait, il a émergé suite à la fermeture du centre IVG de Tenon. Et c'est grâce à la mobilisation de toutes et tous qu'il a réouvert, habitantes et habitants du 20e, mais aussi toutes les associations et partis qui nous ont soutenus. Et on espère, parce qu'on a un mot d'ordre au collectif, c'est on ne lâche rien. Et j'espère qu'on ne lâchera rien, puisque maintenant que voilà, nous sommes mobilisés, bien sûr le collectif Tenon apporte tout son soutien aux victimes et on espère que ça va stopper immédiatement ces agissements au sein de l'hôpital Tenon. Puisque depuis le début, le collectif milite pour une médecine humaine, contre les violences psychologiques, puisque bien sûr, vous savez bien qu'avec l'IVG, nous sommes aussi vulnérables, contre les violences physiques, et donc nous militons pour cette médecine humaine, et nous espérons ne rien lâcher. Donc, on sera là, s'il le faut, tout le temps, jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà. Merci beaucoup au collectif Tenon, Isabelle, merci beaucoup. Alors, je voulais proposer, s'il y a des personnes qui voudront prendre la parole, victimes, je vais donner la parole à Madame Simonet, députée, conseillère de Paris, pardonnez-moi, qui nous soutient depuis le début. Donc merci infiniment d'être là avec nous et de nous soutenir. On connaît votre soutien depuis le début. Voilà. Et si des personnes veulent prendre la parole après, vous n'hésitez pas. Merci. Alors d'abord, je voudrais, comme toutes les autres avant moi, remercier, saluer le courage de toutes celles qui ont témoigné.
que ce soit les femmes victimes, que ce soit les étudiantes en médecine. Votre parole, on l'a cru. Votre parole, elle est nécessaire. Et votre parole, on est déterminé à la relayer, à ce qu'elle porte et qu'elle permette enfin de changer la situation. Comme ça a été dit, il y a des témoignages qui datent de 96. C'est pas nouveau. Il y a des témoignages qui datent de 96 et pour certaines, entre guillemets, plaintes internes, il y a eu des médiations, disent-ils, qui n'ont donné que dalle. Que dalle parce qu'on a bien vu qu'il y avait un effet d'omerta, un effet système, qui fait que le ponte, eh bien le ponte, il n'est pas inquiété dans ses pratiques. Il n'est absolument pas inquiété dans ses pratiques. Alors oui, cette domination patriarcale, parce que je suis persuadée que l'endométriose, si elle serait une maladie d'homme, elle aurait été résolue depuis longtemps. Et que évidemment, c'est pas pour rien que c'est sur les femmes que tout cela arrive. Cette domination patriarcale, elle s'articule avec les autres rapports de domination. Ça a été dit précédemment, la domination de classe, mais la domination du sachant, de celui qui a le pouvoir dans le milieu médical. Et bien notre bataille, partout où il y a pouvoir, doit être d'organiser des contre-pouvoirs. Alors, au conseil d'arrondissement qui a lieu lundi, moi quand j'avais vu il y a mi-septembre, Stop Vox, Sonia, les témoignages que je vous invite à relire ici, qui sont extrêmement forts, et qu'on prenait conscience que c'était à Tenon, eh bien on a décidé au nom de la France Insoumise de présenter un vœu au conseil d'arrondissement, et qui a d'ailleurs été adopté grâce au vote des élus écologistes et des élus de Génération, que je remercie. Qu'est-ce qu'il demande ce vœu? Il sera aussi présenté au Conseil de Paris. Il demande plusieurs choses. D'abord, on a entendu dans les médias que l'hôpital Tenon faisait une enquête interne à l'hôpital Tenon et à la fac de médecine où le professeur Leponte enseigne. Bien, ben, c'est pas suffisant, parce que l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, elle doit faire une enquête sur l'ensemble des hôpitaux. Parce que le témoignage de 96, c'est sur un ancien hôpital où le professeur exerçait auparavant. Et parce qu'on sait bien, à travers le rapport de 2018, que les problèmes de violence gynécale et obstétricale, eh bien, hélas, elles sont énormément répandues dans tous les hôpitaux. Et puis, je vais vous dire une chose. Évidemment, on veut qu'il y ait cette enquête interne. Bien. On veut surtout qu'elle soit la plus objective et la moins opaque possible et qu'on en ait les résultats. Mais moi, ça ne me suffit pas. Alors, pourquoi? Parce que les enquêtes internes, je veux dire, on en a un peu l'expérience, non? Les enquêtes internes de l'IGPN dans la police, vous en êtes satisfaite, vous? Non, ben moi pas. Donc il y a un vrai problème aussi qu'il faut poser sur les contre-pouvoirs. Il faudrait qu'il y ait une autorité indépendante aux trois fonctions publiques pour que les femmes et les hommes, et là en l'occurrence, nous les femmes, quand on souhaite être défendus, eh bien il n'y ait pas cette solidarité système des pères entre eux. Et des hommes entre eux, des hommes de pouvoir entre eux, qui fait que les rapports et les dominés, eh bien on sait toujours avoir à l'arrivée. Ensuite, il n'y a pas de fatalité. Comment ça se fait? Il y a un rapport en 2018, il y a plein de témoignages et rien ne se passe et rien ne change. Eh bien, on essaie de porter des propositions. La maire de Paris, présidente du conseil de surveillance à la PHP, on souhaite qu'elle puisse les relayer au conseil de surveillance. Par exemple, ça paraît évident qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience au niveau des soignants pour qu'il y ait un autre protocole avant tout examen gynécologique. Nous devons être informés sur les actes qui vont être faits sur notre corps. C'est notre corps, il nous appartient. On doit nous dire ce qu'on va nous faire. Deuxièmement, on doit recueillir notre consentement parce que c'est notre corps et c'est notre décision. Et qu'il n'y a aucun acte médical qui doit être fait sur notre corps, indépendamment de notre volonté. Donc exiger qu'il y ait ce protocole, déjà pourrait énormément changer la donne. Ensuite, il faudrait qu'il y ait des cellules d'écoute et d'accès aux droits et de défense des droits des patientes qui portent plainte. Mais pas une cellule d'écoute type la médiation d'avant où l'hôpital ils sont entre eux. Non, une cellule où il y a aussi des associations extérieures comme toutes celles qui ont pris la parole et à commencer par Stop Vogue. Parce que ça changerait. Parce que quand vous venez en tant que patiente victime dans une cellule d'écoute où vous savez que vous avez des alliés, vous avez la sororité de femmes qui, elles, n'ont peur de rien parce qu'elles sont dans aucun rapport de domination interne ou de lien de subordination interne à cet hôpital. Là, ça changerait pas mal les choses. Et puis, en troisième chose, excusez-moi d'être long, mais merde, on est soi-disant dans ce gouvernement prétend qu'il fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité du quinquennat. On
est censé avoir un rapport de 2018 qui n'a rien donné, les recommandations ne sont pas suivies, on veut qu'il y ait les moyens sur la table en termes de formation. Parce que là, on voit bien avec ce professeur qu'il a fait en sorte que la violence des actes sans consentement, et donc caractérisables comme viol, ont été institués comme normes. Donc il faut une formation, et c'est ce que nous exigeons. Voilà le vœu qui sera à nouveau présenté au Conseil de Paris. Mais depuis ce rassemblement-là, je pense que je vais y proposer aussi un amendement pour voir d'abord avec les syndicalistes comment c'est possible au niveau de la fonction hospitalière, pour exiger également la suspension pendant l'enquête du responsable de tous ces actes auto. Il faut suspension pendant l'enquête, ça c'est très le minimum, c'est vrai, tout à fait. Emmanuelle Rivier, conseillère de Paris, voilà, va nous dire quelques mots. Merci d'être présente. Merci, bonjour à toutes. Je suis également déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences dans le 20e. Donc voilà, je voudrais d'abord saluer le courage des victimes et des personnes qui ont témoigné, parce que bon, ça a été largement dit, je ne vais pas être longue et je ne vais pas répéter, mais c'est très dur de briser le silence. Il y a une inversion de la culpabilité, il y a tous ces mécanismes qui font que c'est très dur. Donc bravo et merci, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci aussi à toutes les associations militantes et à toutes les féministes, parce qu'on le sait bien, hein, ces combats-là, c'est pas... Enfin, ils n'avancent pas s'il n'y a pas des luttes de la société civile et des féministes. Ça a toujours été comme ça et c'est toujours comme ça. Et si jamais un jour on peut obtenir du gouvernement, j'en doute malheureusement, mais qu'on passe un petit peu des actes, enfin des paroles creuses de la grande cause toujours du quinquennat aux actes, et ben ça sera grâce aux collectifs et aux féministes sur le terrain. Alors maintenant, je voudrais d'abord inviter, parce que les personnes qui sont là, de Sud Santé, des associations, les militantes, je voudrais vous informer que dans le 20e, j'ai mis en place un réseau d'aide et d'accompagnement des victimes dans lequel il y a des groupes de travail. Et il y a notamment un groupe de travail santé. Donc je vous invite après la réunion à venir me voir pour que vous participiez à ce groupe de travail santé et qu'on ne les lâche plus en fait. On ne les lâche plus sur la suspension, on ne les lâche plus sur la complicité, parce que en fait, ce professeur-là, s'il a pu se comporter comme il l'a fait, c'est quand même qu'il y a tout un système de complicité, de couverture, et ce système-là, on n'en veut plus. Voilà, ça c'est vraiment... et ça, on doit le dénoncer aussi, parce qu'on est dans une violence systémique et de corps. Il y a aussi beaucoup à faire. Moi, je retiens votre idée d'un protocole et d'un témoin, c'est-à-dire venir avec un témoin. Au conseil d'arrondissement, effectivement, nous les écolos, on a voté bien évidemment le vœu de Daniel Simonet, on l'a voté, et moi j'ai demandé d'aller plus loin, c'est-à-dire de tenir une permanence associative au sein de l'hôpital pour accompagner les victimes, recueillir leurs paroles, accompagner les patientes, vous voyez un peu où on en est quoi. Accompagner les patientes et recueillir leur témoignage. C'est le choix de la patiente. Il n'y a pas un médecin qui peut lui interdire d'être accompagnée dans son cabinet. Le secret médical, c'est le choix de la patiente de le lever. Donc ça, on doit pouvoir l'imposer. Il faut qu'on aille aussi beaucoup plus loin en termes de formation, et j'invite vraiment la personne qui est intervenue tout à l'heure de Sud Santé à se rapprocher de moi pour voir ce qu'on peut faire, et à intégrer aussi le groupe de travail santé. La formation continue, hein, et qu'on élargisse effectivement, parce que la question des violences conjugales et intrafamiliales, il faut que tout le monde soit formé, le personnel médical, paramédical, mais aussi administratif, pour que la question soit posée. Parce que quand la question est posée, eh ben souvent il y a un oui, mais si on n'est pas formé, on ne va pas oser la poser, la question, parce que si on a un oui, et qu'est-ce qu'on va en faire de ce oui, hein? Donc il faut être formé pour savoir, une fois que quelqu'un a répondu oui, je suis victime de violence, eh ben, il faut être formé pour pouvoir l'accompagner et l'orienter. Voilà. Bravo, merci. Bravo. Merci à vous, puis avec grand plaisir, on participera, on s'en reparle après. Alors, d'accord. Donc, héroïne de rue,
voilà, héroïne 95, Mélanie, voilà, va nous dire quelques mots. Et donc s'il y a des personnes après voilà, qui veulent témoigner, qu'elles n'hésitent pas à venir vers moi. Merci. Bonjour, donc c'est le collectif Héroïne 95, donc comme le nom l'indique, on est situé dans le Val d'Oise. On est situé dans le Val d'Oise, c'est un collectif de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Et on accompagne aussi des victimes de violences gynécologiques et obstétricales dans le Val d'Oise, pratiquées par des médecins, mais aussi par des ostéopathes, il faudrait en parler également, qui s'adonnent à des pratiques auxquelles ils ne sont pas autorisés, sous prétexte de soins et de manipulations diverses. Donc là tout a été dit par les personnes précédentes, donc je voudrais juste ajouter un mot pour les victimes. Comme on l'a vu avec l'affaire de l'ostéopathe, il n'est jamais trop tard, même s'il y a prescription, il n'est jamais trop tard pour apporter votre témoignage, jamais. C'est absolument essentiel, parce qu'on est sur des personnes qui ont une carrière extrêmement longue et qui ont bénéficié d'une impunité pendant des années. Donc il y a énormément de victimes, mais énormément, c'est juste incroyable, inimaginable. Et même s'il y a prescription, prenez contact avec Stop VOG, prenez contact avec des associations locales d'aide et d'accompagnement des victimes pour apporter vos témoignages, parce que il y aura nécessairement des victimes pour lesquelles il n'y a pas prescription, et il y a encore moyen d'emmener ces personnes-là en justice pour que ces personnes ne bénéficient plus de l'impunité. Donc merci à toutes les personnes merci à toutes les victimes qui ont apporté leur témoignage, et courage à vous toutes. Merci beaucoup Mélanie pour ton soutien. Je vais demander aux personnes qui sont vers les urgences de se rapprocher peut-être un petit peu, parce qu'on voit des véhicules qui n'arrivent plus à rentrer à l'hôpital. Rapprochez-vous un tout petit peu par là, s'il vous plaît. Ouais, vous pouvez vous rapprocher aussi, venez. Oui, tout à fait, c'est vrai. Tu as raison. Rapprochez-vous, comme ça vous serez moins dans la rue, ça sera moins dangereux aussi pour vous. On commence à être nombreux et nombreuses. Donc rapprochez-vous au maximum là, des personnes qui sont sur le côté. Merci beaucoup. Alors Ginenco, qui est parmi nous, donc qui est une super page qui recense les professionnels de santé, donc gynéco, sages-femmes, etc., qui ont été recommandés, donc qui sont dits inclusifs, bien traitants. Alors, on sait qu'il faut quand même, vous direz qu'il faut toujours rester vigilant. Voilà, une personne qui est recommandée, c'est jamais 100% bon. On s'en est rendu compte, mais voilà, c'est quand même une page qui est très sérieuse. C'est un point de départ, un bon point de départ pour trouver son professionnel de santé pour la gynéco. Et surtout, n'hésitez pas à avoir aussi des sages-femmes. Elles font des suivis gynéco, tout comme les gynécos. Mais s'il y a de la pathologie, elles ont rien de belle gynéco, mais c'est très rare. Donc voilà, quelques mots de gynéco, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Alors, on n'a pas préparé on n'a pas préparé de discours, donc ça va être très improvisé. Ce qu'on voudrait dire, c'est que on est très contente d'être là aujourd'hui, de voir que vous avez réussi à réunir beaucoup de monde et c'est très chouette. Et on est bien sûr solidaires de l'ensemble des victimes de ce professeur, mais de l'ensemble en fait des gynécos et des professionnels de santé qui maltraitent les femmes, et pas que les femmes aussi, les personnes qui ne s'identifient pas comme femmes. Donc c'est important aussi de le dire. Nous, alors à Ginenco, en fait, on est un collectif qui reçoit les recommandations des usagers et usagères, en fait, qui recommandent des professionnels qui sont bienveillants. Donc c'est pas pour dire que en fait ça ne suffit pas de faire une liste de praticiens safe. En fait c'est pas une solution à long terme. Nous ce qu'on veut c'est ne plus exister. On existe parce que de manière systématique, on est dans un système, on l'a dit plusieurs fois, de maltraitance généralisée, de maltraitance gynécologique obstétrique généralisée, ce qui fait qu'on est obligé de faire des listes safe en fait. Donc en fait on existe parce qu'il y a un gros problème, un énorme problème dans le champ gynéco-obstétrique français. Donc l'objectif c'est à terme ne plus exister, mais en tout cas en attendant, si vous le voulez, vous pouvez donc aller sur le site de Ginenco et recommander un professionnel ou une professionnelle, ou alors trouver un soignant ou une soignante à côté de chez vous ou qui répond à votre besoin ou vos besoins, ou qui du fait
nos multiples identités, on se fait discriminer et donc trouver quelqu'un par exemple qui est non discriminant, qui peut être, je sais pas, lesbian friendly ou qui peut être trans friendly. Voilà, donc c'est pas parfait, mais ça existe en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient témoigner? Cézine? Non, pas témoigner, mais Cézine, tu veux dire quelques mots? Donc, je vais me planter sur ton titre, sûrement enseignante-chercheuse au CNRS et l'EHESS. Merci. Merci Sonia. Oui, Cézine Tortu, je suis sociologue et je travaille sur ces questions-là. J'ai recueilli donc des témoignages, pas mal de témoignages effectivement des femmes violentées en gynéco-obstétrique. Beaucoup a été dit, donc ce que j'aimerais simplement dire en fait, c'est que les enquêtes montrent que c'est, et puis de manière générale, que c'est un combat pas seulement contre l'institution médicale, en fait, mais aussi contre l'institution, enfin, pour la transformation en tout cas, en profondeur, je dirais, de l'institution politique et de l'institution judiciaire. Donc c'est un combat, je pense, qui permettra de soigner, voire au-delà, de transformer, de subvertir en fait donc un triple système en fait qui à la fois est dans un je dirais, au vu effectivement de l'ancienneté et l'importance, l'ampleur des témoignages et de leur non prise en compte. Donc la parole est là, mais leur non prise en compte depuis des années, encore plus depuis le rapport de HCE, en fait, témoigne de la nécessité d'aller maintenant vraiment régler maintenant vraiment collectivement ce problème. Et d'après les réparations que cherchent en fait les femmes victimes dont les traumatismes, je pense, on ne s'en rend pas compte en fait combien comment en fait sur la très longue durée en fait ça a des impacts, ces traumatismes ne passent pas comme ça facilement, ça impacte des vies entières, il y a des suicides, il y a des dépressions continues, des vies brisées, souvent des couples brisés, des enfants voilà, qui n'ont pas le droit d'avoir des liens avec leur mère brisée, ou effectivement des femmes un parcours de soins qui sont des parcours finalement de torture qui durent rien que pour diagnostiquer une endométriose, pour ne pas parler aussi d'autres maladies ignorées d'ailleurs, telles que le syndrome de kyste polyovérien, etc. Donc on a tout un tas de combats en fait qui je pense qu'il faut mener de front en partant précisément de ces traumatismes de très grande ampleur, mais qui montrent aussi en fait qu'il y a tout à explorer, tout à réinventer sur la voie juridique à suivre, sur les plaintes en fait qu'il faut donc multiplier, parce qu'en France, ces plaintes, par exemple, comparativement aux États-Unis, sont à la fois très peu nombreuses et à la fois aboutissent extrêmement mal. D'une part parce que des avocates spécialisées sont très peu nombreuses. L'institution judiciaire n'a pas les dispositifs adaptés, bien que pour en fait définir le problème et le prendre en charge de façon spécifique, les médecins experts qui sont mandatés pour préparer des rapports intermédiaires nécessiteraient en fait une vigilance accrue du système pour qu'il n'y ait pas justement en fait des copinages entre ces médecins qui sont censés en fait faire des rapports indépendants et des médecins qui sont visés, parce que souvent c'est aussi le problème. Au milieu de la route, en fait, des rapports rendus rendent impossible la poursuite en fait des plaintes. Et d'un autre côté, je dirais que ces plaintes dont il ne faut plus avoir peur en fait de faire multiplier. Je salue également donc, le courage de celles qui ont pris finalement l'initiative après de tant d'années de souffrance et d'hésitation et de sidération, doivent être accompagnées par cet ensemble en fait de mobilisation qui maintenant, ici et maintenant, je pense, s'impose vraiment, parce que c'est trop long depuis, même pas 2018, mais précisément depuis 2018, en fait, le temps d'attente de non-action de la part de toutes les institutions, non seulement médicales, mais aussi politiques, des pouvoirs publics et aussi judiciaires. Merci beaucoup Cézine. Cézine Tortu pour votre soutien. Je peux te demander de filmer, je vais Alors maintenant, je essayer de voudrais parler. faire un appel s'il y a des personnes, des témoins. Toi, tu veux parler? Donc c'est Julie du collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, une militante qui est avec nous. Merci Sonia. Alors,
on n'est pas loin de conclure. Moi, je voulais juste vous dire que... Voilà, on m'entend bien? Je colle au micro, c'est parfait. Alors moi, je voulais juste vous dire que je travaille avec Sonia depuis 1 an sur Stop Vogue. Et ce qu'on voit là sur l'endométriose, j'ai l'impression, c'est un peu comme l'année dernière sur les masques. Vous avez dû entendre parler, on forçait les femmes à accoucher avec des masques. Et Sonia, un jour, elle me dit « Oh, j'en ai marre, je vais lancer en tournage. Je vais lancer un hashtag Stop Accouchement Masqué ». Bon, depuis, on en entend parler. Et on n'en entendait pas parler, alors que ça faisait déjà des mois que ça durait. Et l'endométriose, là, ça fait des années que ce professeur, il exerce de manière, j'ai envie de dire, perverse. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Et voilà, Sonia, c'est une étincelle. Donc voilà, c'est une lumière. Elle a fait des étincelles. Il y avait un feu, il y avait tout qui était prêt. Elle a mis le feu, et bravo. Moi, j'ai envie de dire bravo à Sonia. Et bravo à toutes celles qui ont préparé le terrain derrière, endométriose de l'amour, et toutes celles qui ont témoigné et qui étaient prêtes. Merci Julie. Je t'aime très fort. Bonjour, je suis désolée, j'avais pas du tout prévu. Ouais, je suis désolée, bonjour, j'avais pas prévu de parler, mais je voudrais quand même dire, il va falloir que toutes les patientes qui ont vraiment pu bénéficier de la compétence et de l'humanité du professeur Laraille avec lequel j'ai travaillé pendant très longtemps se manifestent aussi. Là vraiment, alors je vous promets, pour être infirmière et pour avoir été avec les patientes, vraiment les plaintes là, on les a entendues. Et d'ailleurs dans le service, ils ont entendu. Vous n'avez pas la parole pour dire ça, je suis désolée. Parce que les paroles, les victimes, non, les victimes, il faut les entendre quand elles dénoncent. Et je suis tout à fait d'accord, bien sûr qu'il faut les entendre. Mais tout ce que je voudrais, c'est que là, vous voyez, ça non, il n'y a pas de si, il y a un mais. Démission. Serein, et j'ai trouvé quand même, enfin, j'ai pas assisté pendant les 3 heures, mais j'ai trouvé quand même que dans l'ensemble, j'avais un peu peur qu'il y ait trop de violence, de choses qui... Non, mais la violence, c'est M. Laraille, c'est pas les personnes, non, c'est pas les personnes qui dénoncent qui sont violentes. Ça s'appelle la culture du viol. Ça s'appelle le fait de... Vous n'avez pas subi des violences, vous ne pouvez pas parler. Je suis désolée. Non, je suis désolée. C'est complètement scandaleux que vous disiez ça. Si, c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas nier, vous n'avez pas subi des violences, vous ne pouvez pas parler du coup. C'est ces personnes-là qu'il faut écouter, Tous les hommes ne sont pas des violeurs, madame. Et pourtant, on parle des viols et c'est important de le dire. Et ce médecin-là, ça n'est pas possible qu'il fasse autant de mal, madame. Il faut juste ouvrir les yeux. Le déni, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais. Sanction. Sanction, démission, 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 sanction, démission. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais. Merci. Donc s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, merci. Je vais juste rebondir sur l'intervention qui vient d'être faite. Au contraire, ici, on est là pour soutenir tous les lanceurs d'alerte, toutes les lanceuses d'alerte. On est là pour les soutenir et on est là pour encourager les autres à sortir et à dire ce qu'elles ont vécu et pas ce qui vient d'être entendu. Merci à vous. Alors, merci beaucoup d'avoir été présents. S'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, mais pas pour dire le mais. C'est pas pour le mais, madame? D'accord. Simplement, je voulais dire, est-ce que les associations, on peut aller dans les écoles pour informer les enfants qu'est-ce qui se passe pour qu'ils apprennent autre chose? Parce que finalement, l'éducation, c'est très important. Il y a dans les écoles, dans les universités et partout. C'est très important qu'ils connaissent la vérité. Parce qu'on ne connaît rien, c'est grâce à Internet. Mais il faut que vraiment ça fasse quelque chose. Parce que le gouvernement ne fera rien du tout. Okay. Donc oui, former les enfants aussi et parler sur la gynéco, l'obstétrique aussi, c'est important d'informer tout le monde. Alors on va organiser d'autres rendez-vous comme ça.
Il y a le vœu de Paris qui va être déposé bientôt. On va peut-être organiser, voilà, on va voir entre nous, mais il y aura d'autres rendez-vous. Suivez-nous donc sur les réseaux, @stopvoguefr, voilà, on va rien lâcher. On organisera d'autres événements comme celui-ci. Merci d'avoir été présents, c'est vraiment un succès. Et Caroline, merci. Merci pour votre engagement, merci. Merci Brigitte. Et continuez à nous envoyer vos témoignages. Voilà, visiblement, il y a encore des personnes qui n'ont pas compris, donc on va continuer. Bon, on en a une centaine, on en a diffusé pas beaucoup parce que on manque de temps pour les mettre en forme et les diffuser, mais voilà, on va prendre le temps, comme ça va briser le déni un peu plus fort parce qu'il y en a qui ont encore du mal aux oreilles. Donc, on va écouter quelques témoignages et merci à vous. Je pense en effet que ces témoignages sont la meilleure réponse qu'on peut vous donner, madame, si vous êtes partie. Écoutez et ouvrez bien vos oreilles. J'ai un souvenir précis du toucher rectal et vaginal brutal et douloureux dont je suis ressortie en larmes et des touchés de tous les internes qu'il a invités à faire de même. De sa façon sans tact de parler et de sa façon sèche de s'exprimer. Il était informé par courrier que j'avais une suspicion d'autisme. Il n'en a pas tenu compte. J'ai été psychologiquement dévastée et physiquement salie en 20 minutes. 20 minutes qui ont mis ma vie de femme à mal et m'ont hantée pendant des mois. Attends, je me contorsionne de douleur. En fait, on a la victime avec nous. Pardon. Ah non. Bonjour à tous. J'ai été psychologiquement dévastée et physiquement salie en 20 minutes. 20 minutes qui ont mis à mal ma vie de femme et qui m'ont hantée pendant des mois. Je me contorsionne de douleur et lui, sans humanité. Arrêtez, sinon je ne vais pas pouvoir vous examiner. Je pleure, je suis en sueur. Il retire d'un coup l'artillerie et fait un examen anal sans prévenir. Même punition. Il se délecte. Car pour lui, l'évidence est là. Le diagnostic aussi. Lui, L-U-I en lettres majuscules a vu. Les autres, non. Aujourd'hui, j'accuse. J'accuse l'ignorance. J'accuse la bêtise, la méchanceté des jugements et agissements malhonnêtes, l'examen clinique sauvage, les paroles qui enterrent. J'accuse pour que tout ne soit plus violence, colère et amertume. Et merci à vous tous. Madame, il y a une personne qui va encore parler, madame. Et je suis psychologue, et là je suis au bord des larmes en fait, parce que nous venons de voir le courage d'une femme. Ce que nous voudrions voir, c'est le courage des politiques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors donc cette personne qui est victime, qui nous a envoyé son témoignage, elle a écrit une lettre et donc moi j'aimerais bien qu'elle la lise. Et est-ce que vous pouvez retrouver peut-être écrire votre mail pour qu'on la retrouve? S'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner, je pense que pour briser le déni, il va falloir y aller. Hein. Ça c'est que le début. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore, qui croient que parce que ça s'est bien passé pour elles, ça se passe bien pour tout le monde. Pas du tout, il faut avoir plus de sororité entre nous, il faut plus de confiance, plus d'empathie. Et je pense que ça fera un monde beaucoup plus humain. Et on a toutes et tous à y gagner, hein. C'est pas qu'un combat de femmes. Je veux dire, les hommes, ils sont impactés aussi, ils ont des sœurs, ils ont des mères, ils ont des filles. Et on est avant tout des familles. Donc c'est vraiment, alors que le politique s'en empare et puis aussi que les hommes aussi s'en emparent parce que pour l'instant, il y a beaucoup de femmes qui dénoncent, beaucoup de femmes qui se battent contre un pouvoir médical qui est trop fort. Et dans ce monde, les hommes, ils ont le pouvoir. C'est comme ça, nous, on l'a pas. Donc si ça devient un combat d'hommes, je peux vous dire que là, ça changera beaucoup plus vite. Donc s'il vous plaît, rejoignez-nous. Merci aux hommes qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup.
Donc elle nous avait écrit une lettre qui était très belle. Elle ne sait pas si elle va avoir le courage de la lire. Du coup, si elle n'y arrive pas, Caroline, tu reprends la suite. Et je ne sais pas si elle va y arriver, reste pas loin. Courage à vous. Je vous en prie. J'y ai cru car j'ai voulu voir en lui mon sauveur. J'ai été psychologiquement dévastée et physiquement salie en 20 minutes. 20 minutes qui ont mis à mal ma vie de femme et m'ont hanté pendant des mois. À 38 ans, mettrait-il un nom à mes souffrances, mes nuits blanches, mes idées noires? 2 ou 3 internes sont présentes. Il prend mes examens antérieurs et me demande de me déshabiller. L'examen vaginal. Je me contentionne de douleur et lui, sans humanité. Arrêtez, sinon je ne vais pas pouvoir vous examiner. Il existe en même temps, de façon totalement détachée à ses internes, ce qu'il est en train de faire. Il fait même de l'humour à un moment. Une interne a un sourire rieur, une autre s'est mise un peu en retrait. Je pleure, je suis en sueur. Il retire d'un coup l'artillerie et fait un examen anal sans me prévenir. Même punition. Il a fini, se dirige vers son bureau. Je suis sur la table et me glisse sur le côté pour descendre. Je tremble, je retourne à son bureau. Il regarde mes examens et dans un état de jouissance à peine contenu dit « n'a rien vu, n'a rien vu ». Avec un sourire en coin, il se délecte. Lui a tout vu. Endométriose profonde. Et suivent des termes que je ne comprends pas. Il me pose la question de l'enfant. Quelles sont mes intentions? Je lui réponds que j'aimerais, un jour. De là, mais les enfants, c'est plus pour vous. Il me donne un rendez-vous pour fixer une date d'opération. L'estomac. Je n'ai pas trop compris avec des poches suite à l'intervention. Je suis tellement prête à tout. De là, j'accepte. Les douleurs du quotidien l'emportent sur cette expérience. Je me suis sentie coupable au début, pas assez forte. Je ressentais l'anomalie sans arriver à mettre la faute sur lui. Je ressors, il pleut, mi-décembre, je me vois, mes collants et ma jupe. Une image de féminité, salopée, dégueulassée. De là, j'en parle par hasard à une connaissance, laquelle je ne savais pas avait été suivie par lui, charcutée par de multiples interventions. Elle hurle quand je cite son nom. Par la suite, mon ange gardien me parle d'un autre professeur exerçant ailleurs. Rendez-vous pris par magie, une place qui s'est désestée. Mais il faut que je reprenne mon examen. Ça n'a pas été simple. Et encore, là, cette fois-ci, je dis j'accuse, et j'accuse encore, et sans larmes, l'ignorance, la bêtise, la méchanceté, des jugements et agissements malhonnêtes, l'examen clinique sauvage, les paroles qui enterrent. J'accuse pour que tout ne soit plus violence, colère et amertume. Bravo! Barrage, démission, suspension, sanction. Barrage, démission, suspension, sanction. Barrage, démission, suspension, sanction. Barrage, démission, suspension, sanction. Sanction, sanction, sanction. Sanction. Et licenciement, surtout pas démission ni mise à la retraite. Sanction, licenciement. Sanction, licenciement. Sanction, licenciement. Sanction, licenciement. On va rien lâcher. On espère que vous non plus, vous avez rien lâché, que vous allez nous suivre chaque fois qu'on va refaire des actions. Parce que nous, tant qu'il est en poste, c'est pas possible. Tant que la justice, elle n'a pas répondu à l'attente des victimes, c'est pas possible non plus. On s'arrêtera pas et ce sera le premier. Malheureusement, ce ne sera pas le dernier, mais il faut que tout cela, toutes ces personnes qui font plus de mal que de bien, qui ne soignent pas, qui ne méritent pas, qui salissent la médecine, ces gens-là n'ont pas à être médecins. Voilà, il faut que ça se sache. Et donc ça sera, nous l'espérons qu'il tombera. Nous croyons dans la justice encore. Nous espérons que ça marchera. On va tout faire pour de toute façon. Et ce ne sera pas le dernier. Voilà. Merci. Bon, merci en tout cas, et puis si vous voulez discuter ou rester Josie, tu veux... elle veut chanter une chanson, allez. Non, devenez toute féministe, militante. Non, debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves, debout,
nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas faim, nous qui n'étant les femmes, nous sommes le continent noir, levons nos femmes d'esclaves et brisons nos entraves, debout, 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 asservis, humiliés les femmes, achetés, vendus, violés. Ils nous ont divisé les femmes, hors du monde relégué. Levons nos femmes d'esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers, levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous de nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Ne lâchons rien. Merci Josie, merci beaucoup. J'ai pas fouillé parce que je suis émue avec tous ces témoignages. Merci. Bah, comme l'a dit Sonia, on va se retrouver bientôt. Hein. On va réfléchir collectivement à de nouvelles initiatives parce que on le sait, il ne faut jamais rien lâcher, on ne lâchera rien. Et pour ça, on a besoin de toutes et tous aussi. Et vraiment, on va faire un calendrier d'initiatives. Et puis, surtout, encore grand merci à toutes les victimes qui ont témoigné. C'est pas facile, c'est revivre leurs histoires, c'est revivre les traumatismes. Mais en même temps, on va aller loin, je pense, toutes ensemble. Donc, à très bientôt pour de nouvelles initiatives. Et puis n'hésitez pas à contacter le collectif Stop aux violences gynéco et obstétricales. C'est important que les témoignages qui se multiplient, on puisse faire plus qu'un dossier. Hein. Comme tu disais, il va y avoir des avocates et des avocats dans le coup parce que il faut qu'au niveau des suites judiciaires, il y a ce qui se passe à la PHP. Mais au niveau des plaintes, c'est important et pour ça, il faut être bien entouré. Voilà, donc réfléchissons aussi, je lançais comme ça l'idée, aussi à un collectif de victimes. Peut-être que de se parler ensemble, c'est bien aussi à un moment donné ou à un autre. En tout cas, on continue, on lâche rien. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. On lâche rien, 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 on lâche rien. Allez, on va terminer ce live. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très bientôt sur Stop aux violences obstétricales et gynécologiques.